Peut-être, si je peux me le permettre, en mon nom personnel, mais au-delà, au nom de la profession agricole, merci, Monsieur le Préfet, de votre présence à notre session de Chambre d'agriculture. Et puis, puisque vous venez, on peut dire comme ça, de prendre vos fonctions dans ce beau département de Saône-et-Loire, bienvenue en Saône-et-Loire, et puis plein de réussite dans l'exercice de cette fonction que vous connaissez bien. Voilà. Et puis merci d'avoir inscrit à votre agenda la session de la Chambre d'agriculture. Je pense que ce sera l'occasion tout au long de la matinée pour vous de repérer, peut-être découvrir des visages encore inconnus et d'entendre la voix de différents acteurs impliqués en agriculture, dans l'économie agricole de ce département. Voilà. Tout le monde l'a compris, on a voulu traiter dans le cadre de cette session de rentrée d'un sujet un petit peu particulier sur lequel on va évidemment revenir avec des intervenants un peu inhabituels, ce qui fait qu'on a souhaité élargir cette session à un certain nombre d'invités qui traditionnellement ne sont pas associés aux sessions de Chambre d'agriculture. Voilà, je suis content d'accueillir Jean-Paul Émorine qui me disait tout à l'heure, il y a longtemps que je n'étais pas venu à une session de chambre. Jean-Paul ne ratait jamais de session à l'époque où il était vice-président du Conseil général, on disait à l'époque, et en charge de l'agriculture. Voilà, c'est un agriculteur retraité, mais la retraite n'a pas empêché une vigilance et une grande attention au secteur agricole. Donc merci Jean-Paul de votre présence. Josiane Corneloup devrait nous rejoindre dans la matinée. André Acari sera présent en fin de matinée. Il sera représenté, je pense, en début de réunion par Frédéric Brochot. J'ai vu aussi le représentant de la communauté de communes du Clunisois, François Bonnetin. Je m'excuse, je ne citerai peut-être pas tout le monde. Puis je voudrais peut-être citer des visages ou des présences qui pourraient peut-être vous étonner. Donc il y en a une, c'est M. Bossier, que tout le monde connaît, qui a été pendant 6 ans président de l'Ordre des vétérinaires. Et le cabinet vétérinaire dont vous étiez associé, peut-être, vous y avez encore peut-être des parts, enfin je ne sais pas, a été lui aussi assez éprouvé dans le bassin minier par des situations un peu tragiques en agriculture. Donc merci d'être avec nous. Et puis il y a ici l'abbé Jean-Noël de Villars, voilà, fils d'éleveur de Champlessis. Pour ceux qui connaissaient Marcel, l'ancien maire de Champlessis, figure de l'élevage, l'abbé de Villars, au moment de la sortie de cette petite plaquette, avait manifesté une réelle attention. Et puis il a récemment adressé un courrier aux 2 ministres de l'Environnement et de l'Agriculture en disant « Vous devriez conduire une action commune pour non pas opposer l'environnement et l'agriculture, mais au contraire, peut-être à travers les énergies renouvelables, redonner des perspectives aux agriculteurs et apaiser une opinion quelquefois rude avec son secteur agricole. » Voilà. Donc, merci aux uns et aux autres. J'ai vu aussi Christian Plasson, qui est le nouveau président de l'association Agri-Solidarité, le nouveau directeur du lycée de Fontaine, Monsieur Lachaise, de Davaillé, pardon, excuse-moi, de Davaillé. Voilà, Bruno Guichard, et puis, écoutez, plus simplement, merci à chacune et à chacun de votre présence. C'est pas utile qu'on s'étende très longuement. La Saône-et-Loire ce département a été marqué par plusieurs événements tragiques au premier semestre 2017. Je ne les cite pas, qu'il s'agisse de la fin tragique d'un agriculteur dans des conditions qui ont marqué l'opinion mais profondément touché le monde agricole, ou qu'il s'agisse d'agriculteurs que nous connaissions bien les uns et les autres, qui, voilà, pour des raisons qui ne sont d'ailleurs pas que financières, mais peut-être on fait le choix de mettre fin à leur jour. Très bien. Je pense que ces situations nous interpellent tous et on ne peut pas en rester à un seul constat de désolation. Je pense que c'est quand même dans nos responsabilités respectives
notre devoir de prendre des initiatives pour peut-être faire en sorte que des actes aussi extrêmes ne se reproduisent pas. Voilà, d'où le thème de la session et le choix des intervenants. Donc, si vous en êtes d'accord, on commencera par Hervé Lecâtre, qui est le responsable du service entreprise de la Chambre d'agriculture, qui fait moins de terrain aujourd'hui, mais qui est un technicien expérimenté et chevronné, qui sait de quoi il parle quand il parle de fragilisation dans une exploitation agricole, que ce soit sur un plan économique ou humain. Et puis on a invité, mais peut-être David Barthes, le directeur, le présentera, puisque c'est des relations passées, des contacts, Olivier Torres, qui traitera de la santé du dirigeant. Voilà, alors c'est sans doute une intervention un peu inhabituelle dans notre milieu agricole, mais devenue maintenant assez classique dans le paysage de l'entreprise, dans la petite et moyenne entreprise. Donc je pense que c'est intéressant qu'on ait aussi, que peut-être on sorte de notre seul monde agricole et qu'on ouvre un peu peut-être notre réflexion avec des interventions de ce type. Puis tout à l'heure, nous rejoindra le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, Dominique Restineau, je crois, qui viendra parler de quelque chose qu'on pratique quand même aussi en agriculture, en employant peut-être des mots différents, mais des solidarités qui peuvent s'établir entre entrepreneurs pour traverser les bons, mais aussi les moments les plus difficiles. Voilà. Donc... Je pense que c'est une matinée qui devrait être dense. Ce que je vous propose, c'est que peut-être après les 3 interventions, on ouvre un temps d'échange, de débat, voilà, en sachant qu'on est censé terminer, je ne sais pas, on dit toujours 12h30, 13h. Quelqu'un surveillera qu'on dérape pas trop. Voilà, Hervé, on te donne directement la parole. Oui, merci. Alors moi, j'ai fait un peu une introduction sur la matinée. Je l'ai volontairement pas axé que sur la... Pardon Hervé. Oui. David, est-ce que vous pourriez indiquer qu'il y a une opération... Ah d'accord, très bien. Vas-y. Oui, j'ai fait le choix de ne pas parler que de l'agriculture fragilisée au sens fort du terme, mais plutôt de mettre des points de vigilance, d'essayer de mettre un peu un cadre autour de l'agriculture aujourd'hui, quelles sont les contraintes dans les exploitations, et puis comment on peut, selon moi, gérer un peu cet environnement qui est quand même aujourd'hui particulièrement difficile. Alors, un environnement hostile, je ne sais pas si hostile n'est pas un mot un peu fort, mais en tout cas, c'est quelque chose qui pèse beaucoup sur les exploitations. Aujourd'hui, nos principales productions, hormis la viticulture, sont plutôt ce que j'appellerais une production de minerais, c'est-à-dire pour faire de la transformation, que ce soit des céréales, que ce soit de la viande, que ce soit du lait. On est dans les cours qui sont pratiqués aujourd'hui chez nous, ils sont quand même directement liés aux cours mondiaux. Juste pour exemple, cette année, nous avons dans le département une campagne céréalière plutôt satisfaisante, avec de bons rendements. Je connais beaucoup qui signeraient sans doute pour les mêmes l'année prochaine. Par contre, on est sur un tarif de vente qui a baissé. Et donc, du coup, cette année, avec de bons rendements, des cours corrects, on aurait pu refaire une santé financière des exploitations. Aujourd'hui, ce ne sera pas le cas. Alors, l'exploitation, bien sûr, comme toute agriculture, elle est liée aux aléas climatiques. On pense, bien sûr, sur les zones d'élevage, etc., à la sécheresse, les grêles, encore qu'il y ait des choses qui soient assurables aujourd'hui. Encore faut-il avoir les moyens de se couvrir en assurance. Ce n'est pas toutes les exploitations qui peuvent aujourd'hui le faire et qui le font. Ça peut être aussi du gel, etc., comme on a pu le voir un peu dans le vignoble, même si la Saône-et-Loire a été moins touchée que d'autres départements.
Les aléas sanitaires, alors il y a deux types d'aléas. Il y a l'aléa sanitaire inter-exploitation, c'est l'épidémie de diarrhée sur des veaux, par exemple, dans un élevage, qui va faire qu'on va avoir exceptionnellement un taux de mortalité plus élevé, des frais vétérinaires plus élevés, et qui vont plomber la trésorerie de l'année N et la trésorerie de l'année N+1, au moment où on va faire les ventes. Mais aussi, j'ai mis FCO parce que quand on a des problèmes en exploitation, on a aussi des moments où on pensait vendre des animaux et pour des raisons sanitaires, on va avoir un délai d'1 mois, 2 mois pour les vendre parce qu'il y a des prophylaxies obligatoires à faire, etc. Donc tout ça, il faut le gérer et quand ça arrive dans les exploitations, on sent bien que le moral des troupes en prend vraiment un sérieux coup. Après, on est quand même dans des situations financières fragiles globalement depuis plusieurs années. Tout à l'heure, je parlais des céréales. Ça fait quand même cette année une bonne récolte, mais ça fait déjà 3 ans qu'il y avait de mauvaises récoltes, donc des trésoreries qui étaient vraiment devenues exsangues, voire très difficiles. Et pour preuve, c'est que dans le dispositif Agri-Solidarité, soutien aux exploitations fragilisées, on voit arriver depuis l'année dernière un certain nombre d'exploitations, j'allais dire, orientées majoritairement, mais pas que, parce qu'on n'a pas beaucoup d'exploitations 100% céréales, mais des exploitations avec une forte proportion de céréales qui connaissent des difficultés et des difficultés importantes. Après, quelque chose qu'il ne faut pas négliger aussi, c'est que tout ça, ça crée du stress auprès des exploitants. Et que gérer dans le stress, ce n'est pas quelque chose qui rend les personnes lucides. Gérer quand on sait qu'on n'a plus de trésorerie, qu'il va falloir mettre de l'engrais, qu'il va falloir aller trouver son fournisseur en lui disant bah, écoute, il faudrait quand même me fournir l'engrais même si je ne t'ai pas payé, c'est pas quelque chose de facile. Voilà. Après, un équilibre parfois difficile à trouver, l'exploitant il doit gérer un certain nombre de choses. D'abord sa propre santé, ses propres aspirations, tout ça dans un système économique qui est ce qu'il est, mais il faut bien équilibrer les comptes au moins, et puis dans un environnement aussi qui est variable. Je commencerai par la partie environnementale, c'est des nouvelles réglementations qui arrivent régulièrement. Chaque fois qu'on a une nouvelle PAC, une nouvelle réglementation, il faut l'ingurgiter, il faut la digérer, il faut l'appliquer. Je prends simplement la partie verdissement. La partie verdissement, eh bien, l'augmentation de parts de surface d'intérêt écologique qu'il faut trouver quand on a suffisamment de culture, eh bien, il faut arriver à l'inclure dans l'exploitation et dans la gestion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si les éléments de bocage ne suffisent pas, il va falloir passer à des intercultures. Qui dit des intercultures dit des frais supplémentaires, dit aussi du travail supplémentaire. Peut-être à un moment où on n'a pas forcément, j'allais dire, de temps suffisant pour le faire, et puis peut-être aussi que c'était un moment où on profitait de souffler dans l'année, et qu'aujourd'hui, on n'a plus forcément. Voilà. Alors les MAE, ce sont des contraintes, mais ça peut être aussi des opportunités. Donc là-dessus, mais c'est quelque chose qui est important, parce que d'abord, il y a aussi l'image qu'on met derrière les MAE qui n'est pas toujours très positive, mais ça peut être aussi, dans un certain nombre d'exploitations, des opportunités, c'est-à-dire adhérer à des systèmes de MAE qui font qu'on ne change pas forcément beaucoup le système d'exploitation, mais qu'on s'adapte à la marge pour être en face de ce genre de choses. Donc ça peut être aussi comme ça. Après, l'attente du consommateur, alors c'est vrai qu'il y a à la fois l'image positive de l'herbe, l'utilisation des pesticides, alors ça c'est plus vrai sur la partie viticulture, mais quand j'entends Didier parler de ces problèmes-là, c'est un réel problème sur les zones viticoles. Hein. Bon, je pense que les traitements obligatoires sur la flavescence dorée, qui étaient justifiés et qui ont porté leurs résultats, la communication n'a peut-être pas été suffisante, je n'en sais rien. Enfin, en tout cas, c'est une pression aujourd'hui, ça fait monter la pression dans ces zones viticoles, et c'est aujourd'hui quand même un problème pour les viticulteurs. Alors, la dynamique économique, dispositif de production, alors on peut concevoir un peu, j'allais dire,
l'exploitation avec ce petit schéma. C'est-à-dire, d'un côté, on a les produits composés à la fois de l'activité de production, le secteur des aides compensatoires. De l'autre côté, on a un secteur de charge opérationnelle, un secteur de charge de structure. Alors, j'ai mis réduite parce qu'en fait, on s'affranchit, on se remet en trésorerie, donc on s'affranchit des amortissements, mais on parlera d'annuité. Et puis, on regarde après comment on peut rémunérer l'ensemble de la main-d'œuvre, salariés et exploitants. Et tout ça, donc, ça nous donne l'EBE, avant salaire et rémunération. Et là, on doit assumer 4 grandes fonctions, les annuités, les frais financiers, les rémunérations de la main-d'œuvre, et puis, normalement, se garder une capacité à l'autofinancement. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la capacité à l'autofinancement, c'est la première chose qui saute. Et donc, dans une exploitation, parfois de taille importante, on voit des gens être obligés de faire des emprunts de 4 000 à 5 000 euros pour de l'outillage qu'on devrait normalement pouvoir autofinancer. Voilà. Et puis après, mais là j'y reviendrai tout à l'heure, c'est rémunération la rémunération de la main-d'œuvre, si on a un salarié, on n'a pas bien d'autre choix que de lui régler ce qu'on lui doit. Mais souvent, c'est la part de rémunération de l'exploitant, les prélèvements privés, qui ont tendance à baisser. Alors, on peut courber les chines à un moment donné, mais par contre, de manière durable, ça ne peut pas se faire, et ça ne se fait pas. Donc du coup, si on prélève plus que le BE ne le permet, eh bien, c'est la spirale des dettes court terme. Alors, pour revenir un petit peu sur les produits, un petit mot sur les aides compensatoires. Aujourd'hui, les aides découplées, elles sont, j'allais dire, liées à l'historique de l'exploitation. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, en termes de production, en termes de choix, peut avoir une incidence non négligeable sur le montant des DPB. Je pense par exemple qu'à un moment donné, mais ça remonte un peu, il y avait une prime bovin mâle. Eh bien, les gens qui ont fait l'effort de les garder, de bénéficier de cette prime, un jour, elle est revenue dans les DPU et elle est revenue là où il y en avait. Là où il n'y en avait pas, il n'est rien revenu. Donc aujourd'hui, ça explique aussi l'historique d'exploitation, explique les écarts qu'on peut avoir autour des aides. Aides couplées, il faut savoir s'adapter. Par exemple, aujourd'hui, la prime bovin allaitant, l'ex-prime vache allaitante, il n'y a plus de référence individuelle dans une exploitation. D'accord ? Donc si on n'a plus de référence individuelle, même si on a un plafond à moins de 130, toutes les exploitations ne sont pas aujourd'hui à 130 vélages par exploitant. Je vois dans certaines exploitations des animaux qui sont mis à la reproduction, des génisses mis à la reproduction, qui pèsent 630, 640, 650 kilos. Eh bien moi je dis aujourd'hui, il faut que ces gens-là se posent la question, est-ce qu'on ne passe pas à un vélage à 2 ans qui va nous produire un certain nombre de jeunes vaches, avec une conduite technique particulière, mais ça c'est autre chose, et permettre d'aller chercher un certain nombre de primes à bas. Ça sera sans doute que quelques-unes, une dizaine, mais une dizaine à un peu plus de 100 euros. Je suis désolé, moi je ne sais pas trouver des postes de charge à économiser ou des postes de recettes à trouver avec qui rapportent 4, 5, 6 000 euros comme ça. C'est un peu l'addition d'un certain nombre de choses qui vont faire que l'exploitation va réussir ou pas. Alors je reviens un petit peu sur le produit. Le produit pour moi c'est avant tout une question de cohérence dans l'exploitation. Cohérence entre le système qu'on aura choisi et les postes de charge qu'on va mettre en face. Quand on est en culture, eh bien, si on est dans des zones intermédiaires à potentiel moyen, si le potentiel est à 70 quintaux, il ne faut pas chercher à fertiliser, à faire des conduites qui vont générer des charges pour aller à 90, parce qu'on n'y arrivera pas, et quand bien même on y arriverait une année sur 10, les autres années vont faire qu'on aura quelque chose qui n'est pas équilibré. Mettre en adéquation le type de production, c'est aussi le chargement. Historiquement, la PAC de 92 nous a amené dans les systèmes allaitants, enfin dans les systèmes d'élevage, globalement, à baisser le niveau de chargement pour bénéficier des primes à l'herbe, etc. Enfin, tout ce qui était autour de ce type d'aide. Et du coup, les gens se sont agrandis pour passer en dessous des seuils. Alors, tant que l'aide était là, ça payait le fermage et les frais, en gros.
je ne suis pas sûr que ça rapportait beaucoup plus. Et aujourd'hui, il n'y a plus forcément ce type d'aide, et on se retrouve avec les charges à payer. On est quand même globalement, dans certaines zones du bassin allaitant, mais je pense qu'on pourrait le dire un peu plus large, à un niveau de chargement quand même un peu faible par rapport à certains potentiels. Et on s'aperçoit que ce n'est pas toujours dans les terrains les plus riches du département qu'on retrouve les chargements les plus élevés. Alors après, pour tout ce qui est production animale, en tout cas les herbivores, un système fourrager robuste, ça c'est indispensable. Ça, je crois qu'on ne peut plus tabler sur des systèmes où ce qu'on va récolter l'année va être mangé l'hiver et qu'il n'y ait jamais de report. Chaque fois qu'on a une année de sécheresse, on le voit bien, il y a les exploitations qui ont mis en place des systèmes robustes avec un report de stock. Les aides de calamité étaient les mêmes pour tout le monde. Il y a ceux qui avaient des systèmes fourragers robustes, qui prenaient l'aide comme les autres, qui s'en servaient dans leur trésorerie et qui n'avaient pas beaucoup d'achats à faire. Il y a ceux où l'aide a permis d'acheter les aliments qui manquaient. Et puis il y a ceux qui étaient tellement en retard que ça n'a pas suffi. Et qu'est-ce qui se passe? Là aussi, on achète plus qu'on ne peut pas payer. Et l'année d'après, on a un niveau de dette qui est de plus en plus important. Diversifier les productions? Oui. C'est vrai qu'une exploitation avec plusieurs productions, s'il y en a une qui va mal, peut-être que l'année, l'autre ira un peu mieux. Donc ça peut permettre quand même de lisser un peu les aléas. Par contre, attention quand même à la main-d'œuvre, quoi. C'est-à-dire que rajouter une production complémentaire, un deuxième atelier, parce que production complémentaire, c'est pas tout à fait ça. Quand on met aujourd'hui 2 poulaillers labels, c'est plus tout à fait de la production complémentaire, c'est un nouvel atelier en tant que tel. Il faut quand même, derrière, non seulement prendre en compte la rentabilité de ces ateliers, mais aussi la charge de travail que ça va procurer. Parce que c'est pas le tout de dire on va tout faire. Généralement, ce qu'on voit, c'est que le nouvel atelier, il attire un peu, l'attention de l'exploitant. Donc, il est mené un petit peu aux petits oignons. Et puis, c'est l'autre atelier qui commence à baisser. Et donc, à un moment donné, si le deuxième atelier doit payer, entre guillemets, ce qui manque sur l'autre, on n'est toujours pas beaucoup plus avancé à la sortie. Voilà, donc un point de vigilance par rapport à ça. Et puis, pour moi, un deuxième atelier ne se justifie que si le premier est maîtrisé. Voilà. C'est-à-dire que si le premier, ça ne va pas, on va déjà aller regarder ce qui ne va pas dans le premier, faire une analyse, et puis regarder comment on peut redresser la situation. Voilà, donc là, je pense qu'avant de se lancer dans ce genre de choses, on a aujourd'hui à disposition un système d'audit, alors qu'il soit financé par le conseil départemental ou le conseil régional, qui peut permettre effectivement d'analyser la situation, de voir ce qu'on peut améliorer, et si tout va bien là-dessus, on peut passer à autre chose. La maîtrise indispensable des charges, alors là j'enfonce effectivement une porte ouverte. Cela dit, avec un peu de pratique, c'est quand même pas inutile parfois de le rappeler. Alors chaque euro est productif, oui, aujourd'hui on est sur des trésoreries tendues. Quand on a beaucoup de trésorerie, on peut se permettre de jouer un petit peu avec les charges opérationnelles et de se dire je vais mettre un petit peu plus d'engrais, je vais jouer, je vais bien voir si j'ai du rendement en plus. Aujourd'hui, ça, on ne peut pas se le permettre. Chaque euro, et c'est pareil pour l'aliment du bétail, etc., que ce soit pour faire du lait ou de la viande, je veux dire, chaque euro, il doit produire plus que l'euro. On ne peut pas se permettre de dépenser comme ça sans savoir où on va. L'itinéraire adapté, c'est un peu ce que j'ai déjà développé sur le système cohérent. Oui, on va essayer de produire des animaux qui correspondent à la fois au marché, au moindre coût. Alors quand je parle un peu plus de bovins, viande, je m'en excuse, mais c'est ce que je connais le mieux. Simplement, quand on voit que dans les exploitations, pour produire un broutard de 420 kg, il y en a qui vont distribuer 300-350 kg d'aliments concentrés et que d'autres vont distribuer 800. À la sortie, il y en a quand même un des deux qui a une marge un peu meilleure. Voilà. Pareil pour les cultures. Je ne reviens pas sur le potentiel, mais adapter la conduite des cultures au potentiel de ces sols. Ça ne sert à rien de courir après d'hypothétiques rendements
en zone de Val-de-Loire, je le vois de temps en temps, des gens qui se disent on vise 80, mais n'empêche que 4 années sur 10, on est à 60 et puis parfois pas. Mais n'empêche qu'on a mis les postes de charge pour aller jusqu'à 80. Piloter la trésorerie, ça c'est indispensable. Indispensable, d'autant plus indispensable que la période, on est dans une période de secousse. Une période d'incertitude, je crois que c'est la trésorerie, il faut la piloter un petit peu aux petits oignons. Moi, je suis assez partisan de piloter de deux manières. Se fixer des enveloppes par poste, c'est ce que j'appelle le système des enveloppes, que moi je le fais faire assez souvent. C'est de dire, mon exploitation, je fais un budget prévisionnel, j'ai 10 000 € à mettre dans les engrais, eh bien je vais me faire en sorte que dans le choix du type d'engrais, que dans le choix des doses, dans le choix de la répartition, je vais me limiter à mon enveloppe de 10 000. Et s'il y a eu une forte hausse des prix, je vais voir où je peux essayer de gratter un petit peu pour baisser la charge, et puis je réfléchirai si je m'autorise à dépasser très largement les seuils. Alors, se fixer des enveloppes, on peut le faire pour les engrais, on peut le faire pour les aliments, on peut le faire pour un poste que je trouve qui a tendance à augmenter, c'est le petit outillage et matériel. C'est de se dire, ce poste-là, moi je vois régulièrement quand même des factures qui surprennent. Et quand on regarde l'intérieur de ce poste, il n'y a jamais de grosses factures. C'est des factures de 100 €, de 150 €, on allait chercher un tas de choses, on en avait sans doute besoin. Mais n'empêche que chaque fois qu'on fait ce genre de choses, il faut se poser la question, est-ce que je ne peux pas faire autrement? Est-ce que j'ai bien l'obligation de faire ça tout de suite? Et puis, ce que j'ai appelé contrôle de gestion tous les trimestres, c'est-à-dire quand on se fait un budget, eh bien, classiquement, aujourd'hui, on ne fait pas ce contrôle de gestion. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller regarder régulièrement où est-ce qu'on en est. Et on voit trop d'exploitations qui vont laisser passer l'année, qui vont attendre leur résultat comptable qui va arriver 2 à 3 mois après la clôture, hein, et où on va se découvrir qu'il y a des postes qui ont complètement dérapé. Et comme ce sont des charges que l'on fait, que l'on crée tout au long de l'année, on n'a pas forcément cette image de là où on en est. Moi, ça me paraît indispensable que plus les situations sont délicates en termes de trésorerie, plus il y a d'incertitude dans l'environnement de l'exploitation, eh bien, plus il faut gérer rapproché. Alors, pas au mois, parce que c'est souvent un peu compliqué, mais faire un point par trimestre, ça me paraît essentiel de dire où est-ce que j'en suis. Alors, il y a des postes qui vont être, entre guillemets, c'est pas forcément par quart qu'il faut le gérer. Hein. Alors, on sait bien que les engrais, la plupart des engrais vont être terminés à l'issue du 2e trimestre. Mais voilà, ça permet quand même de suivre et de se rendre compte que sur un certain nombre de postes, si on dérape, ça permet de réajuster beaucoup plus vite. Après, des investissements raisonnés pour des annuités maîtrisées. Je vous rappelle que le BE, il sert à la fois au prélèvement, à la fois aux annuités et l'autofinancement, mais que si on veut pouvoir prélever correctement, enfin, ce dont on a besoin, il ne faut pas se surcharger en annuités. Parce que les annuités, la banque, elle va les réclamer. De toute façon, il faudra y passer. Et je trouve que ce n'est pas satisfaisant, y compris sur le plan humain, qu'un exploitant dise « je prends ce qui reste ». Enfin, je ne sais pas, j'ai toujours un peu de mal, enfin non pas à comprendre, mais à admettre qu'un exploitant qui travaille quand même dur pour la plupart du temps, ne prenne que ce qui reste. Voilà. Mais dans le pilotage, il y a aussi parfois... on ne prend que ce qui reste parce qu'on s'est trop engagé sur la partie avant. Et on s'est trop engagé souvent aussi, il y a toujours ce petit jeu de créer des charges pour ne pas payer ni d'impôts, ni trop de MSA, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se poser des questions par rapport à ça. Oui, mais les annuités, il faut les rembourser. Et après, qu'est-ce qui nous reste? Donc c'est quand même une question de fond qu'il faut garder présent à l'esprit. Et notamment, je n'en ai pas parlé sur les charges, mais ça me fait repenser à ça, c'est toutes les charges de mécanisation qu'on voit exploser dans la plupart des exploitations. Pourquoi ça explose? D'abord parce que le matériel il coûte cher quand même, donc et si on veut être pas trop mal équipé, ça fait quand même des montants d'investissement élevés. Mais c'est aussi parce que la main-d'œuvre elle a tendance à diminuer sur les exploitations. Et donc, du coup, on se dit qu'on va, pour aller plus vite, on va prendre du matériel plus gros, plus cher, etc. Mais il n'empêche qu'à la sortie, il faut arriver à équilibrer les comptes.
Donc la part de l'EBE pour les prélèvements privés, moi ça je pense que c'est non seulement se fixer, enfin c'est même pas, c'est à la fois se fixer des objectifs et être réaliste par rapport à ce qu'il faut pour l'exploitation. Parce qu'il y a un certain nombre de choses, qu'on soit exploitant, qu'on soit salarié, qu'on soit chef d'entreprise dans l'industrie ou ailleurs, il y a un certain nombre de charges, enfin un certain nombre de postes que l'on doit assumer. Et les exploitants, ils sont soumis comme les autres. Et je dis, c'est pas normal que les gens ne prennent que ce qui reste. Et quand, de toute façon, le minimum à prélever, si on ne l'a pas, on va quand même prélever parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et c'est là l'enjeu vis-à-vis des dettes court terme. Et puis j'ai mis aussi, quand l'équilibre n'est plus là, et j'avais noté sur mon petit papier, quand ça commence à déraper, surtout ne pas attendre. C'est-à-dire que quand à un moment donné, l'équilibre qu'on a vu tout à l'heure entre les produits, les charges, le BE pour payer à la fois les annuités et les prélèvements privés, ben quand on commence à avoir un déséquilibre à ce niveau-là, il peut être acceptable sur une année, mais dès l'instant où c'est quelque chose qui devient un petit peu structurel 2 années de suite, il est urgent de regarder la situation. Il y a des gens qui sont là pour ça, que ce soit le comptable, le conseiller de gestion, les conseillers d'entreprise à la chambre, etc. Mais en aucun cas, il faut laisser déraper ça. On voit arriver aujourd'hui dans le dispositif Agri-Solidarité des gens qui ont cumulé des niveaux de dette court terme très importants et où on voit les dettes court terme, si on prend les 3 derniers exercices, régulièrement, ces dettes-là augmentent. À un moment donné, quand ils arrivent, eh ben, on est un petit peu désarmé par rapport à ça, parce que autant, tellement le niveau de dette est élevé, même parfois une restructuration des emprunts pour redonner une bouffée d'air, etc., ça ne suffit pas. Il ne faut pas laisser les dettes s'accumuler. Et là, je le dis aussi par rapport aux fournisseurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une relation privilégiée entre le fournisseur et l'exploitant qui fait qu'on se connaît depuis longtemps, on a toujours payé, etc. Et on laisse filer un certain nombre de dettes jusqu'au jour où c'est devenu insupportable pour l'entreprise et où l'entreprise se dit mais c'est que quand j'en ai un, ça va, quand j'en ai 10, ça commence à faire des sommes. Et à ce moment-là, la situation se tend, les relations deviennent plus difficiles, et à ce moment-là, il faut absolument, c'est un peu tard pour intervenir. Voilà. C'est ce que je voulais dire par rapport à ces situations qui dérapent, c'est plus on les anticipe, plus on a de chances de réussir la restructuration, plus on a de chances de remettre l'exploitation sur les rails. Parce que le risque aussi, il est par rapport à l'exploitant. C'est-à-dire que quand on a des dettes un peu partout comme ça, eh ben on a tendance à se renfermer chez soi, à ne pas en parler. Et c'est aussi quelque chose qu'on commence à voir, c'est des exploitants qui sont tellement renfermés, qui disent qu'ils n'ont plus envie d'aller au boulot, etc. Et ça crée quand même, ça a un effet sur le psychisme de l'exploitant important. Et du coup, plus ça va, moins il est lucide par rapport à ça. Voilà, sur cette partie-là, l'exploitant maintenant, et j'ai souhaité terminer pour faire un petit peu le lien avec les autres interventions, c'est conserver cet équilibre entre la productivité, parce qu'il faut bien équilibrer les comptes, il faut bien qu'il y ait un volume d'activité pour payer les charges et créer aussi de la valeur ajoutée à l'exploitation, pour avoir des prélèvements, mais il faut aussi ne pas s'enfermer dans le travail et garder quand même une certaine qualité de vie. Alors, qualité de vie, alors, chacun le met là où il veut, mais c'est garder de la relation sociale, c'est aussi rentrer à la maison pas trop tard le soir pour pouvoir profiter un peu des enfants, de la famille, etc. Il y a tout ça derrière. Et on voit aujourd'hui des gens qui ont complètement perdu pied par rapport à ça. Je pense notamment à des structures, où c'est un peu caricatural, mais où on avait conçu des structures GAEC père-fils pour 2 ménages. Les parents partent en retraite, on ne retrouve pas forcément un associé. Et du coup, au début, ça va, parce que le jeune retraité, il est encore un peu actif. Puis petit à petit, il prend goût à aller au club du village. Et puis, les ans arrivant aussi, il est un peu moins actif au travail. Et on se retrouve avec des structures aujourd'hui difficilement gérables par un chef d'entreprise,
en termes de travail, hein, je parle, c'est pas en termes d'économie, mais difficilement gérable en termes de travail. Et parfois, on n'a pas les moyens de payer de la main-d'œuvre salariée. Donc là, on est sur des gens qui sont tout le temps le nez dans le guidon, et ça, c'est compliqué. Après, adapter la quantité de travail à ses capacités, ben oui, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Il y a des gens qui sont capables de faire 100 vélages et d'être très disponibles pour la famille. Et puis, il y a des gens qui, à partir de 70, vont plafonner et vont commencer à plus faire face. Donc là aussi, adapter le système à ce qu'on peut faire. Hein, c'est ce que je mets après un petit peu plus par rapport à l'organisation du travail. Alors, l'organisation du travail, on en parle toujours. On a essayé d'instaurer un certain nombre de prestations, de démarches en formation par rapport à ça. Et on est toujours sur l'écueil. Oui, c'est bien, mais tu devrais le proposer à mon voisin. Voilà. C'est un peu une image. Voilà, donc il faut peut-être en parler, essayer de mettre des groupes. Moi, je crois assez en termes de formation aux échanges qu'il peut y avoir sur ces choses-là, organisation du travail, un groupe d'agriculteurs, et on va visiter une exploitation, comment les personnes font leur boulot. Il y a des choses à apprendre, il y a des petites astuces, et puis il y a des gens qui intègrent bien ça dans leur petite tête, quoi. Parfois, faire moins et mieux, oui, c'est pas avant de se dire on va en faire plus parce qu'on a besoin de plus. Regardons déjà ce qu'on peut améliorer sur ce qu'on a déjà. Parce que se dire on va passer, j'ai 80 vélages pour équilibrer, compte tenu de ce que chaque vélage me procure en EBE sur l'exploitation, 80 ça suffit pas, il m'en faudrait 100, je vais en mettre 100. Il faut peut-être aller regarder si on ne peut pas améliorer les choses sur les 80 avant d'aller en faire beaucoup plus. Parce que là aussi c'est de la course en avant, la fuite en avant, pardon. Et puis avoir comme objectif d'être serein sur son exploitation. Ça, je crois que s'il y a bien un souhait qu'on peut formuler, enfin que je formulerai aujourd'hui sur ce sujet, c'est que chaque exploitant puisse être serein sur son exploitation, être bien dans sa peau, aller au boulot, j'allais dire le matin, sans contrainte, hein, et puis en tirer un revenu décent. Voilà. Très bien, merci Hervé. Je pense que c'est plein de vécus, d'observations, oui, de remarques pratiques et pragmatiques. Peut-être que ça fera le lien avec l'intervention de M. Torres qui nous dira peut-être aussi comment est-ce qu'on peut faire partager ces observations que certains agriculteurs intègrent facilement, naturellement, comme des outils utiles de gestion, alors que d'autres sont plus imperméables. Et malheureusement, c'est peut-être là où les gens sont le moins preneurs, qu'il y aurait le plus besoin d'être au minimum intéressés, attentifs à ce qui vient d'être exposé. Est-ce qu'il y a des remarques sur l'intervention d'Hervé? Eliane, tiens, on va vous donner un micro, Eliane. Mais ce qui m'est venu dans votre présentation, vous l'avez un petit peu abordé là dans la dernière partie, c'est la capacité de l'homme, sa lucidité, et puis cette fuite en avant. Ça m'a fait penser à un jeune en ce moment qui est... Alors, ce qu'on définit, je reviendrai, ce qu'on définit là, ça s'adresse un peu à tous les âges. On n'a pas défini une période de sa vie sur son exploitation. Est-ce qu'on distingue la phase d'installation à la phase suivante? Et voilà, donc c'est dans cet ordre-là qu'il m'est venu quelques questions. Oui, enfin, je l'avais noté, puis je n'ai pas suivi scrupuleusement tout ce que j'avais écrit. Voilà. C'est évident qu'on n'appréhende pas l'exploitation de la même manière lorsqu'on est dans les premières années d'installation. Lorsque l'on est, j'allais dire, en régime de croisière, pour moi, c'est le moment où on a, j'allais dire, un peu remboursé ses emprunts JA. Voilà, pour faire simple. On va pouvoir redévelopper l'exploitation. Et puis quelqu'un qui est à 2 ans de la retraite, c'est évident que ce n'est pas du tout la même chose.
Après, il me semble aussi que au moment de l'installation, c'est de se fixer, s'installer parce qu'on aime bien l'élevage, parce qu'on aime bien la culture, etc. Oui, c'est tout à fait louable, mais on s'installe, mais quel est l'objectif personnel? Et je vois parfois des jeunes, notamment sur les prélèvements privés, dire, au début, aujourd'hui, quelqu'un qui s'installe à 20 ans, il peut être encore seul, il vit chez papa-maman, donc c'est vrai que, bon, il dit, moi, en gros, il a besoin d'argent de poche pour le samedi et le dimanche, quoi. Sauf que ça ne va pas durer, enfin, je lui souhaite que ça ne dure pas, et qu'à un moment donné, on ne peut pas bâtir un projet là-dessus. Et chaque fois qu'on gratte un petit peu au moment de l'installation sur c'est quoi ton projet privé, c'est quoi, de quoi tu auras besoin demain, c'est toujours compliqué. Aujourd'hui, quelqu'un qui est chez papa-maman, entre guillemets, il a du mal à se projeter de payer un loyer de 350 €. Sauf que le jour où il va être obligé de louer une maison, etc., il va bien falloir les trouver, ces 350 € multipliés par 12 mois. Voilà. Donc ça, c'est des choses, qu'on travaille. Hein, tout le travail qui est fait au moment du 21h en phase de préinstallation, c'est fait pour ça. Mais c'est... faut ramer, quoi. Voilà. Pierre. Peut-être vous pourriez vous représenter, monsieur le préfet, repérerait un peu qui est qui. Voilà. Pierre Bautron, je suis le directeur du lycée agricole de Fontaine. Voilà. Moi, je voudrais aller un tout petit peu encore en amont. Quand on parle de projet, je pense que nous, les établissements de formation, nous avons un niveau de responsabilité. Nous formons des jeunes à des techniques, à des savoir-faire. On les forme à apprendre des stratégies de gestion d'entreprise, des choses comme ça. On leur parle de prévention des risques d'accidents du travail. Hein. On leur apprend à mettre des équipements de sécurité suivant les opérations qu'ils vont faire. Et on ne leur parle jamais, pour l'instant, on ne leur parle pas des risques psychosociaux, de ce qui va se passer, de comment ils doivent appréhender ce risque-là, puisque de toute façon, ils y seront à un moment confrontés. Et ça, je pense que c'est... on a commencé d'en parler entre nous, je pense qu'il est indispensable qu'on revoie les choses et qu'on dise, voilà, vous vous engagez dans un métier qui est un métier formidable. Ça, c'est pas question de dire c'est un métier qui est trop difficile et tout ça, mais parmi les risques qu'il peut y avoir, il y a ces risques-là, psychosociaux, qui peuvent venir d'un dérapage, mais qui peuvent venir d'autres choses. Hein. Parce que Hervé, lui, il a beaucoup parlé de choses techniques, mais il y a aussi la vision, enfin disons, la représentation du métier d'agriculteur auprès de la population, leur place dans la société, des choses comme ça, qui peuvent être aussi en soi un risque psychosocial. Donc je pense qu'il faut qu'on en parle, qu'on envisage avec les responsables professionnels la manière de l'aborder dans nos formations initiales et professionnelles. Voilà. Et je pense qu'on a notre niveau, de responsabilité là-dessus. Oui, c'est vrai, je ne me suis pas trop étendu sur la partie. Je ne sais pas, Hervé, ce qu'on peut peut-être faire, c'est prendre plusieurs questions. Je vois qu'il y a Claire, au fond, Claire Juillet demande la parole, et puis peut-être regrouper les réponses dans la mesure où c'est possible. Oui, alors je veux simplement rebondir. Je suis très heureuse de l'intervention tout de suite de monsieur le directeur du lycée de Fontaine, parce qu'en effet, moi, pour avoir 2 fils qui sont actuellement en formation, ce sont des questions que les jeunes abordent entre eux, du fait, entre autres, hélas, de l'actualité. L'actualité qui les bombarde d'ailleurs d'informations tout à fait désespérantes, anxiogènes. Et si effectivement dans l'enseignement on pouvait ajouter un petit module pour simplement que ces jeunes en voie d'installation puissent avoir accès à, si je me retrouve dans telle situation, à qui puis-je m'adresser? Parce que dès l'instant où on est lâché tout seul sur l'exploitation, entre guillemets, même si bien souvent il y a encore la famille autour qui peut donner des conseils, on sait très bien que quand on est tout seul, on n'est pas le mieux armé
Et parfois, pris par le temps, on ne sait même plus vers qui aller chercher de l'aide. Donc ça me semble être un module absolument indispensable à mettre en place, en effet, dans l'enseignement agricole. Voilà, c'était pas vraiment une question. Merci. Est-ce qu'il y a encore des remarques, des réactions? Parce que peut-être que je pense que l'intervention d'Olivier Torres va compléter la tienne et peut-être qu'on pourrait rouvrir à ce moment-là un débat un peu plus large. Tu veux rebondir quand même, Hervé? Oui, c'était par rapport à l'environnement de Michel. l'exploitation. Tout à l'heure, j'ai parlé... Ah, Attends, pardon. Michel. On t'a connu plus réactif, Michel, des fois. Oui, T'as fallu un peu de temps, là. on fait ce qu'on peut. Michel Roux, moi je représente les salariés de la production agricole et c'est par rapport au salariat justement que je veux intervenir parce qu'on a, dans la présentation qui a été faite, on a vu le salariat comme un coût, mais il faut peut-être le voir aussi comme un investissement, surtout par rapport à la surmécanisation, parce qu'un salarié polyvalent, ça peut faire beaucoup plus de choses qu'une machine spécialisée. Et en plus, même si dans les exploitations, quand elles atteignent une certaine taille, la présence de main-d'œuvre supplémentaire peut être nécessaire. Et cette main-d'œuvre peut être partagée. Il existe des groupements d'employeurs qui peuvent permettre à 2 ou plusieurs exploitations de partager le temps de travail d'un seul salarié, tout en permettant aux salariés d'avoir un temps de travail à temps plein, ce qui rend la chose viable économiquement. Et puis, autre chose, un salarié sur l'exploitation où il y a un exploitant qui travaille seul, c'est aussi une présence humaine et d'un point de vue social, c'est quand même très intéressant. Alors plutôt que d'investir dans de la surmécanisation, à investir, et je prends le salariat comme un investissement, non pas uniquement comme un coût, investir sur un salarié à temps partagé ou à temps plein, c'est aussi une solution intéressante. Merci, Michel. On peut peut-être, sauf à ce que quelqu'un souhaite s'exprimer encore, peut-être s'en arrêter là et reprendre ces sujets-là après l'intervention d'Olivier Torres, peut-être. Tu veux dire un mot, Hervé? Oui, non, mais je partage ce qu'a dit Michel sur la main-d'œuvre. Moi, je l'avais inscrit plutôt sur la partie économique de l'exploitation, mais c'est pas que ça, et je partage ce que tu as dit. Après, sur les risques encourus, c'est vrai que j'ai parlé tout à l'heure de la pression sur les pesticides en viticulture, mais au-delà de ça, c'est toutes les informations via les médias où souvent les exploitants sont mis un peu au pilori en disant, si on prend l'affaire des œufs contaminés dernièrement, enfin, ça rebondit et ça met de l'inquiétude dans les exploitations, même si les gens ne sont pas directement concernés. Voilà. Après, alors, la Chambre a sorti une plaquette La main tendue, et pour répondre à la question par rapport aux jeunes, ça, c'est quelque chose qui est fait aujourd'hui, mais je crois que la communication autour de ces aspects-là, c'est pas quelque chose qu'il faut faire à un moment donné et puis laisser tomber, mais faire vivre dans le temps. Voilà. Très bien. En tout cas, merci Hervé. Voilà, de ce côté très pratique de ton intervention. Je pensais que David allait peut-être vous présenter, mais Abel le rejoint. Enfin, écoutez, M. Torres, allez-y. Voilà, vous allez vous présenter tout seul. Et on salue, on profite de ce petit entracte ou intermède pour saluer l'arrivée de M. Restineau. C'est assez inhabituel d'avoir un président de Chambre de commerce et d'industrie de Paris en province, au milieu des paysans. Merci de votre présence. Ah, tiens. Ah, votre accent va vous créer immédiatement un fan club élargi. Il faut un micro en fait. Non, je n'ai pas le micro pour avoir les... Ah, il faut. Ah, vous voyez, on est toujours rattrapé par la technologie. Voilà.
Mais On ne peut pas être naturel. il y a ce que vous dites. Est-ce que vous... Bon ben voilà. Ah ben si ça peut tenir. Parce que des fois dans le sud on parle avec les mains. Bon ben très bien.